Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Jacques-Yves Magnoni qui est le président de l'association Paralysie Cérébrale France et ensemble on va parler de l'importance des établissements dans l'accompagnement des personnes plutôt fragiles et là en l'occurrence des personnes en situation de handicap. Donc merci de participer à ce podcast. Pour commencer, je vous propose de vous présenter, vous et votre association. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jacques-Yves Vagnoni. Je suis président de la Fédération Paralysie Cérébrale France. Je suis président depuis 7 ans. Je suis le papa de 3 enfants, mais un de mes fils vit avec une paralysie cérébrale bien sûr, depuis sa naissance. Il a 35 ans aujourd'hui, travaille en milieu protégé et donc il y a à peu près une trentaine d'années, je suis rentré dans le mouvement associatif, et je suis resté pendant plusieurs années président de mon association savoyarde, au Savoyarde, et j'ai toujours été près de la fédération. Donc cette fédération Paralysie Cérébrale France, elle fédère uniquement des associations départementales et régionales. Mon association de Haute-Savoie était membre depuis longtemps, donc je fréquentais la fédération et j'en suis devenu le président après avoir passé le témoin en local. Cette fédération est, comme je vous le disais, fédère des associations. Elle fédère donc 25 associations au niveau de la France. Alors, il y en a une qui est sur le territoire ultramarin de l'île de la Réunion. Les autres sont sur le territoire métropolitain. Et j'allais dire, sur ces 25 associations, grosso modo, les 2 tiers gèrent des dispositifs médico-sociaux, des établissements, des services, et le tiers ne gère pas, mais et toutes les associations sont des militants qui œuvrent au sein des maisons départementales des personnes handicapées, des CDAPH, enfin bref, tout ce qui concerne le milieu institutionnel du handicap sur leur territoire. Voilà, ensuite, peut-être vous dire juste 2 mots de la paralysie cérébrale pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ce handicap. Vous dire qu'on on l'appelle encore IMC, hein, l'infirmité motrice cérébrale. Nous avons adopté le terme paralysie cérébrale pour des raisons d'actualisation de la définition, si je peux dire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous dire simplement que ce handicap résulte de lésions irréversibles survenues sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson. Ces lésions provoquent un ensemble de troubles du mouvement, de la posture, accompagnés de troubles associés, cognitifs, difficultés d'apprentissage, euh, euh, troubles de la communication. Et ces troubles qui ne sont pas évolutifs, bien entendu, perdurent toute la vie. Et ces lésions sont apparues, 2 causes principales, la grande prématurité, la naissance, le petit poids de naissance, 6 mois et demi, 6 mois, 6 mois et demi, et également, donc pour 50%, et pour les 50%, c'est l'accident de naissance, le cordon autour du cou, l'AVC du nourrisson qui est identifié maintenant. Voilà, c'est véritablement, c'est un handicap, c'est le premier handicap moteur de l'enfance. C'est une naissance sur 550 et c'est 4 nourrissons par jour qui vivront avec une paralysie cérébrale toute leur vie. Alors,
Votre association, donc c'est une association qui est à la fois militante et aussi qui propose, qui est gestionnaire d'établissements. Alors c'est quel type d'établissement? Alors, ce sont des établissements, alors vraiment tous les types d'établissements qu'on peut rencontrer dans le médico-social. Ça peut être des foyers d'accueil médicalisés, ça peut être des maisons d'accueil spécialisées, ça peut être des foyers, des foyers d'accueil, tout simplement non médicalisés. Ça peut être des ESAT, des foyers d'accueil de jour. Enfin, voilà véritablement, j'allais dire, la panoplie d'établissements du médico-social. Alors, bien sûr, il y a des services, hein, des services d'aide à domicile, des services d'accompagnement à domicile. Mais si on parle d'établissements, c'est tous les établissements qu'on peut rencontrer dans le médico-social et qui accueillent quotidiennement, des fois 360, bien sûr, 365 jours par an pour nombre d'entre eux, des personnes. Alors, pour la plus grande partie, ce sont des personnes qui vivent avec une paralysie cérébrale, pour 60%, et les autres 40% se répartissent entre la cérébralésion, peut être la myopathie, des maladies dégénératives, des personnes qui souffrent de 10 aussi. Donc, voilà, j'allais dire, un spectre assez large autour du handicap moteur, on va dire. OK, oui, vous n'avez pas des établissements, on va dire ultra spécialisés pour, un type, on va dire, de pathologie au départ, mais c'est vraiment sur de l'accompagnement et comment après on vit, avec. Bah, si vous voulez l'histoire, l'ADN du réseau, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'infirmité motrice cérébrale. On pourrait dire l'ADN Mmh. du réseau, c'est la paralysie cérébrale. C'est sur cette pathologie que sont créés les dispositifs, mais bien entendu, au fur et à mesure de leur développement, les financeurs leur ont demandé, j'allais dire, de compléter leurs accompagnements, de mutualiser, en tout cas de focaliser un peu sur leur savoir-faire, et ces établissements ont été amenés à accueillir d'autres, j'allais dire, d'autres types de handicap. OK, je comprends. Alors pour, rentrer dans le sujet de notre sujet du jour, ce qui est intéressant, je trouve, donc, vous êtes, père, donc d'une personne en situation de handicap, vous êtes, militant, vous êtes président d'association, gestionnaire d'établissement et du coup, vous avez une vision très très précise et puis, voilà, l'expérience de ce domaine, on va dire, d'accompagnement. Et donc vous, vous militez pour, le maintien des établissements. Ce que je trouve intéressant, donc vous avez publié une tribune, dans Le Monde il y a quelques mois et ce que je trouve intéressant, c'est que, moi je suis persuadé de l'importance et de l'intérêt des établissements, qu'on ne peut pas les balayer d'un revers de main en se disant: «C'est plus possible, on veut plus ça» et on ne peut pas les supprimer ou en tout cas pas avant d'avoir trouvé des meilleures solutions. Et aujourd'hui, c'est un peu à contre-courant parce qu'on est vraiment dans la logique du virage domiciliaire avec cette logique de, bah, comment rester chez soi. Alors, qu'est-ce qui vous amène à prendre, cette position? Notre position, et vous faites référence à la tribune dans Le Monde, c'est surtout d'abord le fait que, dans les débats, nous sommes, parfois dans une approche, extrêmement caricaturale, de l'établissement. Je dis nous avons dit caricatural pour pas dire mieux, pour pas dire pire, si je puis dire. C'est que parfois même, disons-le, un petit peu injurieux, quoi. C'est-à-dire que, l'établissement serait un lieu d'enfermement, un lieu de privation de liberté, totale. Certains ont même utilisé, ou une personne a utilisé le terme de zoo. Ce serait un zoo dont on garderait les personnes enfermées, comme des animaux. Voilà, déjà cette tribune, elle est partie de là. Ensuite, moi je voudrais juste rappeler, au lieu de dire en années, j'aime bien dire en génération, parce que ça donne juste une meilleure idée. Il y a 3 générations, à 5 ans près, je sais pas, à 5-6 ans près, il y a à peu près 3 générations, ces enfants, enfin, puisque c'était des enfants, au départ, enfin, en tout cas ce sont des parents d'enfants, ces enfants étaient à la maison. Ces enfants en situation de handicap étaient à la maison. Pour ce qui concerne l'appareil cérébral, c'était des enfants qui étaient
parfois à l'hôpital, qui étaient parfois en hôpital psychiatrique. Et du coup, cette demande d'établissement spécialisé, elle est née du fait du sans solution, d'une part, et surtout, et on pourrait même encore le dire aujourd'hui, j'allais dire de l'incompétence, en tout cas de la difficulté par l'éducation nationale de pouvoir donner une éducation à ses enfants. Une éducation, et en ce qui concerne la paralysie cérébrale, une rééducation. Parce que, si vous voulez, mon fils, par exemple, on a détecté sa paralysie cérébrale à l'âge de 10 mois, il a 35 ans bientôt, ben ça fait 30 ans qu'il fait 2 à 3 séances de kiné par jour, sans compter d'autres rééducations, l'orthoptiste, enfin, j'en passe et des meilleurs. Donc, il y a 3 générations, il n'y avait rien. 3 générations après, on a des établissements qui sont extrêmement remis en cause. Alors, c'est vrai que la Convention relative aux droits des personnes handicapées a beaucoup mis en lumière un peu euh, si vous voulez, la non-réponse, en tout cas une réponse qui est peut-être pas tout à fait satisfaisante, pas totale, concernant, j'allais dire, la qualité de vie des personnes. Bien entendu, j'allais dire, la vie en milieu ordinaire doit être privilégiée tout le temps. En tout cas, oui, la vie en milieu ordinaire, c'est-à-dire la vie avec les autres, parmi les autres, la vie dans la société doit être complètement privilégiée. Et si on peut être à domicile, pourquoi pas? Tout un chacun a plutôt envie de vivre chez lui le plus longtemps possible, et j'allais dire peut-être d'y rester jusqu'au dernier jour, plutôt que d'aller dans un établissement. C'est une réalité, je pense qu'il faut le privilégier. Pour autant, nous rappelons quand même qu'il y a un certain nombre d'handicaps complexes. Je pense profondément que des personnes ont besoin de l'établissement toute leur vie. Je rappelle aussi qu'il ne faut pas raisonner en termes d'établissement strictement, il faut raisonner aussi en termes de parcours des personnes. On peut avoir besoin dans sa vie de l'établissement, ne plus en avoir besoin et de nouveau en avoir besoin. Je prends un exemple. Je suis un enfant, je bénéficie maintenant de plus d'inclusion dans l'école ordinaire. Je peux faire un parcours euh, maternel, en primaire, peut-être arriver vers le collège où c'est plus difficile. J'ai besoin de peut-être de plus de spécialisation. Je peux donc peut-être me tourner vers un dispositif ad hoc. Je peux travailler, je peux peut-être acquérir des capacités professionnelles. Je peux les exercer dans un ESAT, mais je peux peut-être aller en milieu ordinaire. Je peux vivre chez moi. Je peux vivre dans un foyer d'hébergement. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais plus vivre chez moi. J'aimerais peut-être plutôt, j'allais dire, qu'on me facilite la vie dans un établissement. Bref, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, gardons toutes les possibilités de faciliter ce parcours à des personnes, j'allais dire, qui parfois sont freinées dans la vie ordinaire parce que la société n'est pas accessible, n'est pas toujours accessible. Moi, je vous rappelle que la loi de 2005, elle prévoyait l'accessibilité du bâti en 2015. Nous sommes bientôt en 2025 et nous ne sommes toujours pas arrivés. Donc voilà, l'idée, c'est plus de parler de parcours, de choix, d'utilité. N'oublions pas que l'établissement peut être aussi un lieu, un concentré de savoir-faire. Quand on parle de paralysie cérébrale en particulier, il y a un vrai besoin d'équipe pluridisciplinaire. Cette équipe pluridisciplinaire se coordonne. Alors, c'est vrai que la crise de l'accompagnement est un peu passée par là, mais on va dire que il y a une vraie coordination qui se fait. C'est beaucoup plus difficile de coordonner des libéraux. Et puis, je voudrais juste terminer, je suis un peu long là, mais juste terminer quand même sur une chose. On interpelle l'établissement, parce que l'établissement doit s'adapter, bien sûr, au rythme des personnes. L'organisation ne doit pas primer. Enfin, il doit y avoir une pleine liberté. Il doit y avoir véritablement une projection vers le milieu ordinaire, bien sûr, de manière priorisée. Mais on n'interpelle jamais la filière domiciliaire. Est-ce que la filière domiciliaire, elle respecte toujours le rythme des personnes? Est-ce que quand on dit ben, on passe à 8 heures pour vous coucher, est-ce qu'on passe à 8h30, on lui laisse aller au cinéma, on lui laisse regarder la
télé, on passera à 10h, 10h30. Est-ce que le lendemain, c'est n'importe quelle heure? J'allais dire, je crois que là, il y a un vrai, il y a une vraie organisation avec des moyens, avec des personnes formées qui permettront véritablement de pouvoir atteindre finalement notre visée inclusive que nous partageons tous. Ok, alors c'est super intéressant et pourtant on a un peu le contre-exemple à travers des lois ou des recommandations. Enfin, je sais qu'il y a quelques mois ou quelques années, c'était au niveau de l'ONU qu'il y avait Oui. cette question un peu Mmh. caricaturale de fermer les établissements, de dire que c'est pas possible, que ça correspond pas aux lois, aux normes, à ce qu'on devrait faire. Est-ce qu'au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas la même chose? J'ai pas bien suivi, mais c'est vrai que c'est cette posture un peu caricaturale alors que les établissements apportent plein de choses, notamment, vous avez parlé de, on regroupe les compétences, et c'est vrai que c'est intéressant, même dans votre situation, quand on dit, il y a de la kiné 3 fois par jour, bien sûr que c'est 3 fois par jouable, semaine, hein, par semaine. par semaine, d'accord, Ouais. mais même par Heureusement. semaine, et l'ensemble des intervenants, comment on va coordonner les libéraux, c'est très compliqué, et c'est la limite, en fait, du domicile. Alors, peut-être que tout n'est pas bon dans les établissements, mais c'est vrai qu'il ne faut pas forcément se dire que la solution, c'est que le domicile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait évoluer les établissements? Est-ce qu'on trouve une voie intermédiaire? Euh, Déjà, peut-être par Oui, rapport aux recommandations, par rapport à la mise en cause, je crois que c'est du coup de l'État français sur les établissements. Euh, on en est où par rapport à ça? oui, alors, je voudrais juste rajouter une chose, mais aller plus loin enfin, répondre à votre question, mais personne ne conteste non plus que les établissements médico-sociaux doivent évoluer. Enfin, de toute façon, ils ont toujours évolué. Ils ont toujours évolué. Moi, je rappelle simplement qu'en 60 ans, on est passé du sans solution pour les personnes. Aujourd'hui, on parle d'autodétermination, on parle de pouvoir d'agir, on parle de représentation des personnes par elles-mêmes. J'allais dire, on a fait du chemin. Donc véritablement, et j'allais dire que la transformation de l'offre dont on parle souvent, ça doit être d'abord les personnes elles-mêmes qui doivent s'en emparer, qui doivent être elles-mêmes actrices de cette transformation. Là. Alors, pour revenir, c'est pour ça que je parlais de la convention. Alors, la convention, c'est l'ONU, si vous voulez. Euh, Moi, je ne suis pas sûr que l'ONU, elle dise qu'il faut fermer les établissements. Je ne suis pas sûr de ça. Bien sûr, il y en a qui l'ont pris un peu au pied de la lettre, en disant plus d'établissements. Mais je ne suis pas sûr que l'ONU ait dit il faut fermer les établissements. Par contre, l'ONU dit, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la convention qui a été signée par la France, elle dit bien sûr que la personne, c'est pas un objet, c'est un sujet. J'allais dire qu'elle ne doit pas être contrainte dans sa liberté, qu'elle doit, j'allais dire, pouvoir avoir accès, euh, j'allais dire, à la vie de citoyen, tout simplement, à une vie citoyenne, que ce n'est pas l'organisation qui doit primer sur ses attentes, sur ses désirs, que le projet personnalisé doit primer. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, la Convention ne remet pas, j'allais dire, fondamentalement en cause l'établissement. Ce que la Convention remet en cause, ça serait, j'allais dire, l'absence de liberté des personnes. Sachant aussi une autre chose aussi qui a quand même beaucoup évolué, c'est vrai qu'il peut y avoir des fois des établissements où la vie collective enfin, je veux dire, peut-être prend le pas sur le projet individuel. Faut être absolument attentif à, à ce que la collectivité aussi là ne prenne pas le pas sur la liberté individuelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, d'un point de vue architectural, j'allais dire, on se pose la question de plus petites unités, de créer un milieu, j'allais dire, plutôt enfin, moins collectif, plus convivial, plus familial, j'allais dire. Euh, enfin, l'établissement, il n'est pas statique. On ne peut pas parler d'un établissement comme il y a 60 ans. On parle d'un établissement qui évolue, qui s'ouvre sur l'extérieur, qui permet d'aller et venir. Enfin, voilà, j'allais dire, encore une fois, euh, soyons dans une visée
inclusive pour tous, mais ne privons pas nos citoyens, nos citoyens, nos concitoyens en situation de handicap, d'une solution qui peut bien entendu répondre à la fois à leurs besoins et à leurs aspirations. Oui, bien sûr et qui répond, à beaucoup de choses, en fait. Après, il faut pas, s'interdire de faire mieux et d'inventer et de fonctionner différemment, mais je Oui, vous rejoins là-dessus. oui. Après, c'est aussi, est-ce que c'est pas une problématique de méconnaissance des établissements? Parce que c'est un peu l'objet du podcast, même s'il est, écouté par des gens qui sont issus des professionnels ou voilà, qui connaissent déjà. Mais, est-ce que le fond du problème, c'est pas que l'image caricaturale qu'on peut avoir de l'établissement comme un lieu d'enfermement et puis pour aller plus loin de maltraitance, c'est juste parce qu'en fait, il y a que ça qui passe, dans les médias et que, c'est juste que, ce qu'on va retenir. Oui, sûrement, sûrement. Euh, Bon, bien sûr, parfois, enfin, encore que, je veux dire, je ne serais pas totalement affirmatif, mais on va dire que, effectivement, des fois, il y a des éclairages sur l'établissement au moment où il y a quelque chose qui se passe mal, voilà, qui se passe pas très bien, où il y a une situation qui est inacceptable, maltraitance, enfin, donc voilà, j'allais dire, faudrait peut-être venir plus souvent pour voir Et ce puis qui se avoir une passe de vue plus bien. globale, en Du fait. Pas reste, être, voilà, du reste quand moi j'étais président encore une fois, de mon association savoyarde, j'ai invité des élus, des partenaires, des familles qui se posaient des questions, à visiter les établissements et à se rendre compte par elles-mêmes. Voilà, il faut être transparent, il faut être en totale ouverture, il faut pas, voilà, enfin, j'allais dire, vous savez, plus on est loin des choses, plus on a une approche radicale. Plus on est dans les oui, oui, choses, c'est plus ça. on sait apporter de la nuance. Et du coup, la nuance, et justement, ce refus de la caricature, c'était justement d'être dans la nuance. Mais bien sûr, quand ça ne va pas, il faut être, j'allais dire, sans faiblesse pour le dénoncer. OK, très bien. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire pour votre association? Est-ce que vous recherchez je sais pas, des bénévoles, des partenaires, des administrateurs? Comment on vous retrouve? Comment on peut, voilà, vous aider? Alors, bah, j'allais dire, déjà peut-être aller sur notre site, hein, paralysie cérébrale France.fr, donc paralysie cérébrale France, tout en minuscule, tout attaché, .fr. Donc vous y trouverez des informations sur la fédération. Vous verrez, vous y trouverez la liste des associations qui sont adhérentes à la fédération. Alors, nous couvrons pas, nous sommes présents dans beaucoup de départements, mais nous couvrons pas toute la France, nous couvrons à peu près la moitié des départements. Donc, vous y trouverez peut-être une association proche de chez vous, pour un proche, pour vous-même, pour un proche, avec pas forcément uniquement une offre de service, une offre d'établissement, mais aussi une offre de service. Et puis aussi, si vous avez envie de faire un peu de bénévolat, un peu de militance, je pense que ces associations vous accueilleront avec bienveillance et avec intérêt. Voilà. Après, au niveau de la fédération, rien de spécial à indiquer, parce que, encore une fois, elle s'appuie sur ses membres qui sont des associations, et c'est plutôt là un appel à, à s'intéresser aux associations de territoire que je lancerai. Super. Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité pour vous, alors hormis celui-là, mais d'un point de vue militant, sur lequel vous travaillez ou vous allez travailler? Alors, il pourrait y en avoir plusieurs, peut-être que le tout dernier, il est tout frais, tout chaud, Bon, euh, et il date de vraiment il y a pas très longtemps. Euh, les politiques publiques, alors on en revient à cette visée inclusive, on revient un peu à moins d'établissements, plus de milieux ordinaires,
Et nous sommes en plein dans un débat, ce n'est pas un débat, mais dans une transformation de l'offre, puis j'en parlais tout à l'heure, autour des habitats inclusifs, c'est-à-dire véritablement proposer à des personnes de vivre dans, on va dire, dans de plus petits collectifs. On était un peu sur quelque chose entre 5 et 10, ou là aussi, je ne sais pas si on peut rentrer dans les détails, mais où on partage sa prestation de compensation de handicap concernant l'accompagnement, on mutualise, on a des pièces pour soi, on partage des locaux communs. Et du coup, j'allais dire, on vit pas tout seul, mais on vit pas nombreux, quoi. Voilà. Et donc, on se rapproche là vraiment du milieu ordinaire. Donc, nous travaillons avec le réseau sur le sujet. Nous avons déjà à peu près 150 personnes qui vivent dans un dispositif de ce type. Simplement, nous avons eu une difficulté majeure qui est apparue pour un de nos membres, qui est l'association départementale des IMC de la Sarthe, dans le 72, qui avait un logement inclusif pour à peu près 14 personnes dans un immeuble depuis de longue date, je sais pas, 10-15 ans. Et en fait, cet habitat est sous le coup d'un arrêt, d'une interdiction administrative, parce que le SDIS, donc les pompiers, s'appuyant sur la loi, disent qu'au-delà de 6, ce n'est plus un habitat commun, c'est un établissement recevant du public, un ERP. Et donc, du coup, avec toutes les contraintes des ERP, c'est-à-dire la sécurité incendie, les cloisons renforcées, anti-feu, etc. Donc, ce qui change complètement, bien entendu, alors là, qui remet en cause le lieu où ils habitent, et qui remet en cause, bien sûr, aussi le coût, parce que ça veut dire qu'il faut être dans des immeubles où toute la réglementation, et rien que la réglementation, est mise en œuvre. Donc, ça a jeté, ce cas-là a fait exploser, si vous voulez, a mis en lumière le fait que ces habitats inclusifs, à partir de cette personne, n'étaient plus un lieu comme tout un chacun, mais un ERP. Et donc là, il n'y a pas que notre réseau, tous les réseaux, tous les opérateurs, sont obligés de remettre en cause leur projet. Alors, les nouveaux projets vont être un peu arrêtés, en tout cas ralentis. Les projets déjà installés depuis quelques années vont être réinterrogés. Donc, en fait, là, nous avons fait un communiqué de presse très récemment. Il y a eu des réunions là où on ne remet pas en cause la loi, mais on demande simplement qu'il y ait une mise en cohérence à la fois des politiques publiques et de la réglementation. Et en fait, il s'avère que cette réglementation avait été complètement oubliée par tout le monde. C'était un angle mort de la loi. Et du coup, il faut là, j'allais dire, alors je ne sais pas si changer la voie, en tout cas, les ministres concernés, notamment ministre de l'Intérieur, ministre des Solidarités et ministre délégué aux personnes handicapées, là, j'allais dire, sont en train de discuter comment résoudre un peu cette difficulté-là. Voilà, là, ça c'est un sujet tout chaud, là. Voilà, la semaine dernière, il y a eu des réunions plus haut niveau à ce sujet. Voilà. Ouais, c'est super intéressant parce que ça illustre à la fois la possibilité de trouver un compromis entre le domicile et l'établissement, mais on se fait rattraper parce que finalement ce compromis redevient établissement et voilà. Et c'est intéressant parce que finalement, il y a quand même des solutions. Il y a du travail. Oui, Et c'est vrai qu'il voilà. faut militer, il faut peser. Et en fait, il faut juste discuter pour faire évoluer les choses. Oui, et Donc, puis surtout, quand on parle d'inclusion, c'est pas de changer les esprits, c'est de lever les freins, ce qui n'est pas pareil. Et ça, il faut mettre les deux mains dans le cambouis. Bien sûr, j'allais dire, la réglementation est là, il ne s'agit pas de nier la loi. Elle a existé à un moment donné, certainement pour de
pour de bonnes raisons. Mais si le milieu médico-social, le milieu du handicap évolue, il faut aussi que la réglementation évolue. Et si on veut inclure les personnes en situation de handicap dans la vie, eh bien, il faut aussi que cette réglementation évolue, parce qu'autrement, là, c'est pas de l'inclusion, c'est de l'incantation que l'on fait. Oui, ce ne sera pas concret et Ce pas. sera jamais concret. Ok. Bon. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces infos, pour la Merci à vous. présentation de votre asso, puis pour tout votre travail. Merci. Merci, puis peut-être à bientôt. Merci pour votre invitation. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.